Donc, bonjour à tous, merci d'être présents et bienvenue au Jury citoyen, le premier événement public de Je vois Montréal. Je me présente, Gabriel Brand-Lopez, le président fondateur de Fusion Jeunesse et mon co-animateur, le directeur général de l'Institut du Nouveau Monde. On est vraiment fiers de vous recevoir ici dans la salle, dans la galerie des bronzes du Musée des Beaux-Arts. Beaucoup de personnes m'ont dit « Heureusement, c'est au musée parce que sinon, on ne serait pas venu. » Donc, vraiment, merci d'être présent en si grand nombre en ce matin. Avant de passer la parole à Michel, je voulais me présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas Fusion Jeunesse. Fusion Jeunesse a pour mission de contrer le décrochage scolaire. On mobilise 12 universités, plus de 40 entreprises et on travaille à travers le Québec avec 10 000 jeunes à toutes les semaines et on implante des projets en robotique, en design de mode, en culture, en art, en urbanisme, en classe et en parascolaire et on est présent dans plus de 80 écoles à travers la province, incluant le Grand Nord, avec les Cris de la baie James et les Inuits du Nunavik. Et donc pour nous, c'est un grand honneur de co-présenter l'événement de Je vois Montréal avec l'INM. Et avant de vous parler de qui est dans la salle, je vais peut-être laisser la parole à Michel Leblanc pour qu'il présente le concept. Je savais que j'allais le faire. J'ai deux Michel à présenter au tout début. Michel Venn pour présenter le jury citoyen. Bonjour tout le monde. Alors oui, je m'appelle Michel Venn. Faut pas confondre, bien que j'apprécie beaucoup la collaboration qu'on a pu avoir ces dernières semaines avec Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et toute son équipe avec qui nous avons travaillé à l'organisation du jury citoyen et de cette journée d'audition d'experts, qui est une des étapes du travail d'un jury citoyen. L'Institut du Nouveau Monde que je dirige a été créé il y a une dizaine d'années pour accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique au Québec. Nous avons organisé plus de 500 activités depuis 10 ans. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a accepté de travailler avec l'équipe de Je vois Montréal et nous leur avons proposé de tenir ce jury citoyen, donc d'organiser une activité au cours de laquelle des citoyens que l'on dit ordinaires, mais vous allez le voir, dans le fond, ils sont extraordinaires, pour que leur voix, finalement, participe aussi, soit présente dans le cadre de la démarche de Je vois Montréal, dont on vous parlera un peu plus tard. On a donc proposé cette méthode, ce mécanisme qui s'appelle le jury de citoyens, qui est une méthode qu'on a expérimentée à plusieurs reprises à l'INM depuis 10 ans sur différents sujets. C'est une méthode aussi qui est employée un peu partout dans le monde lorsque, par exemple, on veut obtenir l'avis de citoyens, mais qu'on veut un avis éclairé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit un groupe restreint de citoyens qui sont représentatifs d'une population sur le plan socio-démographique, par exemple, et à qui on demande de rendre un avis sur une question complexe. Pour ça, on leur fournit de l'information, on leur fournit des connaissances, on les met en relation avec des experts, ça c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, pour qu'ils puissent approfondir leur connaissance du sujet sur lequel ils doivent se prononcer, et ensuite, donc, pouvoir continuer à travailler. C'est ce qu'ils feront, ces jurés, au cours des 2 prochaines semaines pour rendre un avis. Un avis sur quoi? Eh bien, sur les indicateurs de prospérité dont Montréal a besoin pour mesurer ses progrès au cours des prochaines années. Le jury a été constitué de façon tout à fait aléatoire et c'est comme ça qu'on procède habituellement. On a donc envoyé des centaines d'invitations, pour ne pas dire des milliers d'invitations, à un échantillon qui a été constitué par la firme Léger Marketing. De ces invitations, parmi les gens qui ont reçu cette invitation-là, nous avons reçu des candidatures et nous avons choisi au hasard parmi ces gens-là 14 personnes qui sont ici avec nous ce matin. Ce sont les jurés, ce sont eux qui constituent le jury citoyen de Je vois Montréal. Je vais vous les présenter très rapidement et c'est pour eux, au fond, qu'on fait cette journée aujourd'hui, d'abord et avant tout, pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances. Il est important que ce genre d'événement soit public. D'ailleurs, je pense que des gens peut-être nous écoutent déjà en web diffusion. Ce sera web diffusé toute la journée. Et aussi en présence de leaders de la communauté. Donc, ces personnes-là vont devoir rendre un avis. Et je les nomme et je les remercie en même temps d'avoir accepté de participer à cet exercice. Alors, Françoise Moulin, qui est avec nous aujourd'hui, qui est de Montréal. Gilles Laframboise, on me dit que vous êtes de la Rive-Nord.
Ensuite, Sophie Desjardins, qui est de la Rive-Sud, qui n'est pas encore arrivée, mais qui devrait se joindre à nous dans quelques instants. Robert Loisel, de Montréal. Amy Nalbandian. Serge Chartrand. Bonjour, merci. Et de l'autre côté, Joël Dubé. Joël Dubé de ce côté-là. Solange Courville. Bruno Poitras, bonjour, merci. Claudia Farran, bonjour. Guy Audet, bonjour M. Audet. Amalia Jacques, Alex Poirier et Carole Bourdage. C'est votre jury citoyen de Je vois Montréal. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Gabriel. Merci Michel, Venn. Donc, la grande question de la journée est comment mesurer la prospérité de Montréal. Et il y a 3 groupes d'individus assez importants aujourd'hui dans la salle. Donc, comme Michel l'a dit, le jury citoyen. On a les experts qui vont venir présenter leur plaidoyer pour défendre, entre guillemets, leurs indicateurs. Et on a des leaders de différents horizons, de différentes générations présents dans la salle aujourd'hui. Et j'aimerais d'ailleurs prendre le temps de souligner leur présence. Donc, de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, on a la directrice générale Sandrine Archambault. On a Ariel Baudin de Laurie Biss. On a Robert Baudry de la Société de développement social de Ville-Marie. On a Louis-Félix Binette de F&Co. Thierry Chardon de Volsio. Anne-Louise Chauvette de Novabus. Max Coloma de la Chambre du commerce de Montréal métropolitain. Éléonore Desrome de Blake Castles and Graydon. Martine Desjardins du Journal de Montréal, MaTV. Sonia Goulet, qui travaille en éducation. Louise Gay, du Living Lab de Montréal. Ryan Hillier, de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Daphné Maillot-Rousseau, de l'Ancre des Jeunes. Caroline Ménard, de Brio Conseil. Daniela Meneghini, de Solidarité Mercier-Est. Marc-André Ouellette, de Recrutement Jump Inc. Et dans la dernière page, on a Noah Redler de la maison Notman, Damien Silès du quartier de l'innovation, Daniel Tierney des YMCA du Québec, Philippe Tomlinson de Projet Montréal, Jimmy Hung de la Commission canadienne pour l'UNESCO, Fabrice Ville pour 3 points et Caroline Poirier de la Ville de Montréal. Donc, merci vraiment à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et d'avoir accepté l'invitation qu'on vous a envoyée. Et comme vous le savez, c'est un événement co-présenté par l'INM Fusion Jeunesse, mais c'est dans le cadre de Je vois Montréal. Et pour nous, c'est important qu'un des porte-parole du mouvement Je vois Montréal, de la démarche, puisse vous présenter, vous parler de pourquoi il est présent aujourd'hui, de son implication. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc. Alors, merci à vous deux. 2 choses. Premièrement, je ne serai pas ici très longtemps. Mon équipe m'a dit que je n'avais pas le droit parce que je ne suis pas capable de me retenir d'intervenir. Puis moi, j'ai regardé le programme de la journée, là, je me disais, quel plaisir. À part que c'est un samedi, quel plaisir. Quel plaisir, je trouve, de discuter de ça. Puis j'aime beaucoup la démarche avec un jury. J'aime beaucoup la démarche avec un jury citoyen parce que les experts, puis ils m'ont donné une petite étiquette à l'entrée, expert, là, mais à la base, je suis un économiste, on a nos opinions. Puis on pense qu'on sait ce qu'on devrait mesurer. Quand on regarde la démarche de Vois Montréal, dans les discussions qui ont eu lieu pour que le rapport initial que BCG a produit puis que Jacques Ménard avait rendu public, il y avait cette question de dire il faut pouvoir mesurer la progression, il faut pouvoir se comparer dans le temps entre nous, point de départ, point d'arrivée, mais avec d'autres endroits. Et le consultant, j'ai été consultant dans ma vie, donc je ne lance pas la pierre, est arrivé avec 3 mesures très traditionnelles. Démographique, est-ce qu'il y a du monde qui vient ici? C'est un indice de prospérité. Au niveau du travail, est-ce que le taux de chômage est bas? Donc, est-ce que le monde qui vient ici puis le monde qui vit ici travaille? Puis, troisièmement, tout simple, est-ce que les revenus per capita, le PIB per capita est en hausse? Est-ce qu'il est élevé? Donc, est-ce que les gens qui travaillent dans des emplois payants? Et ça, c'est ce que des économistes consultants de base disent,
Mesurons ça, c'est un bon indicateur de prospérité. Il y a des gens qui disent, avec raison, on pourrait avoir ça, puis ça ne pourrait pas être durable dans le temps. Il y en a des grandes villes dans le monde qui ont eu à un moment donné des indicateurs très performants là-dessus. Ça a périclité. Il y en a d'autres qui disent, une ville qui voudrait être un lieu qui attire l'attention du monde entier devrait mesurer si on y vient. Est-ce qu'on reçoit beaucoup de tourisme? Est-ce que le tourisme est en hausse? Est-ce qu'on a beaucoup d'étudiants étrangers? Comment on parle de nous dans les médias à l'étranger? D'autres diraient qu'il faut y avoir une qualité de vie, puis ça se mesure par une ville qui est verte, une ville agréable. Regardons la superficie de la ville qui est verte. Oui, ça prend du revenu, mais ça prend un espace dans la ville où on peut respirer, où on peut vivre. Bref, c'est assez facile d'arriver, selon l'angle qu'on prend, selon la ville qu'on voit. C'est une métropole universitaire. C'est quoi des indicateurs d'une métropole universitaire qui performe puis qui est prospère? On peut penser à Boston pour essayer de se mesurer sur certains indicateurs. Bref, selon les angles, il y en a beaucoup. Mais à la fin, on va avoir, puis c'est pour ça que j'aurais aimé rester, on va avoir un défi énorme. C'est que dans l'idéal des indicateurs de mesure, de comparaison, c'est facile d'en imaginer. Dans le réel, il va falloir pouvoir les mesurer ici, il va pouvoir les mesurer dans le temps, puis idéalement, il faudrait que d'autres les mesurent ailleurs pour qu'on puisse se comparer. Si on ne peut pas se comparer, ça pourrait aller de se dire on s'améliore, mais on ne saurait pas comment on performe par rapport à d'autres endroits qu'on a envie ou qu'on trouve performants. Mais en plus, au départ, il faut vraiment dire est-ce qu'on peut vraiment se mesurer ici, puis se mesurer dans le temps. Parce que des fois, on peut dire OK, on va faire une enquête, on va demander à Léger Marketing, on va demander à une boîte de consultants, mais c'est un exercice qu'on devrait pouvoir faire presque annuellement pour s'encourager si on fait des progrès ou regarder ce qui ne va pas bien si on ne fait pas ces progrès-là. Alors, dans la démarche Je vois Montréal, il y a plein de projets qui sont en développement. Il y a une équipe qui travaille. Au mois de novembre, on va lancer une démarche plus formelle, mais c'est déjà en cours, puis ça va se poursuivre. Mais la question va être, est-ce qu'on fait une différence? Et je le dis, quand on regarde le rapport Ménard, ce qu'il disait aussi, c'est qu'il faut que ça prend du temps. Ça va prendre au moins 10 ans. Et si on fait une différence, ça ne sera pas linéaire. Ça ne sera pas chaque année est meilleure que la précédente. Il va y avoir des périodes où on va douter, on va remettre en question. Et les indicateurs qu'on va suivre vont être très importants à cet égard-là. Ça se peut que la perception ne soit pas très positive, puis que des indicateurs nous informent que ça avance, que ça s'améliore. Donc, je ne vous mets pas de pression. Mais ce que vous faites aujourd'hui est assez fondamental dans l'exercice. La mesure, c'est le bulletin. On peut donner des cours durant toute une année. À la fin de l'année, si on n'est pas capable de savoir si la matière a été apprise, si ça a été retenu, si c'est intégré, c'est pas sûr qu'on a réussi notre coup. Bien, c'est la même chose. On va lancer un mouvement qui est déjà parti, on va se mobiliser dans la ville. Ça serait le fun qu'on puisse se mesurer dans le temps. Puis, dans 10 ans, se donner une tape dans le dos parce qu'on aura des bons indicateurs qui nous montreront qu'on a bien réussi. Alors, je vous encourage à prendre du plaisir. Moi, j'en aurais pris. Je ne peux pas rester, on me l'a interdit. Mais je vais vous suivre. Je vais essayer de vous suivre à l'extérieur. Donc, je vais pouvoir parler dans mon char ou parler à la maison puis dire ce que j'aurais dit si j'avais été ici. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci d'avoir organisé ça. Moi, j'adore cet exercice-là. Merci, M. Leblanc. Donc, afin de présenter la démarche Je vois Montréal, on a 3 forces vives de ce rassemblement présent aujourd'hui avec nous. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Félix-Antoine Jolicoeur, le chef de projet, accompagné de Diane de Courcy et de Marie-Pierre Veilleux à prendre la parole pour présenter cette fameuse démarche. Donc, vous avez des slides à nous montrer, donc je vous invite à être présent. Oui, à cliquer ou à cliquer sur l'ordinateur, comme vous voulez. Merci, GBL. Alors, merci beaucoup. Avant d'aller plus loin, vous présenter mon équipe. Félix-Antoine Jolicoeur, chef de projet de Je vois Montréal. Diane de Courcy est consultante et son mandat particulier pour Je vois Montréal est de s'assurer que tout le monde embarque dans le mouvement. Et quand on dit tout le monde, on parle du Grand Montréal et on parle de ceux pour qui c'est un peu plus difficile de joindre un mouvement qui va aussi rapidement. Marie-Pierre est directrice à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle a comme mandat de transformer nos idées en réalité. Et à cet égard, je souligne l'exceptionnelle collaboration de la Chambre de commerce qui relève un défi logistique, communicationnel et financier, disons, de très, très grande ampleur.
Dernière chose, avant d'aller plus loin, encore une fois, remercier le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui était une institution exceptionnelle de Montréal et qui nous accueille, qui nous a accueillis vraiment sans aucune difficulté ici aujourd'hui, ce qui prouve leur pertinence pour la métropole. Donc, l'objectif des 10 prochaines minutes, c'est de vous présenter la structure de Je vois Montréal, mais aussi l'esprit et les valeurs du mouvement. L'ensemble des détails se retrouvent sur le site Internet jevoismtl.com. On sera assez rapide et j'espère que vous pourrez nous suivre. Alors, Marie-Pierre. Donc, d'abord, comment est né Je vois Montréal? Vous avez peut-être entendu parler d'une étude qui a été publiée en février dernier. C'était à l'initiative de M. Jacques Ménard de la BMO. L'étude se nomme « Créer un nouvel élan pour Montréal ». On vous encourage bien sûr à en prendre connaissance. On ne rentrera pas dans les détails de l'étude aujourd'hui, mais cette étude-là avait pour but de donner envie aux Montréalais, aux leaders de la communauté, de relancer leur métropole, d'avoir plus de prospérité pour la métropole. Donc, c'est avec cette étude-là qu'est née l'idée de créer un mouvement citoyen, un mouvement qui allait amener les leaders à passer à l'action. Donc, la Chambre de commerce, bien sûr, s'est jointe à la BMO pour mettre en place cette initiative-là. L'idée du mouvement, en fait, c'est d'emmener les leaders de la communauté. Et quand on entend leader de la communauté, on pense aux leaders au sens large. Donc, vous êtes nombreux ici présents à être des leaders. Leader de toutes les sphères d'activité. Donc, bien sûr, le milieu des affaires est important, mais le milieu social, communautaire, culturel, environnemental est tout aussi important et a tout aussi sa place et doit être dans Je vois Montréal. Donc, l'idée, c'est de donner plus de fierté aux Montréalais. Donc, on le sait qu'il y a eu des dernières années qui ont été peut-être un petit peu plus difficiles pour notre métropole. On veut, avec Je vois Montréal, insuffler plus de fierté, donner confiance aux citoyens envers leur métropole et de quelle façon? En montrant que ça bouge, en montrant qu'il y a du dynamisme, que les leaders passent à l'action. Donc, l'idée, c'est d'emmener les leaders à poser des actions concrètes pour leur ville, des actions qui vont être discutées, présentées, pour lesquelles les leaders vont s'engager le 17 novembre prochain lors de l'événement Je vois Montréal et qui vont s'inscrire dans une feuille de route qui va être finalement le plan de relance, et je le mets, le plan de relance de la métropole. Donc, on l'a dit, l'idée, c'est d'emmener des actions et des projets qui sont concrets et mesurables, emmener les leaders de la communauté à s'engager concrètement. Et le 17 novembre, et tout le mouvement Je vois Montréal, c'est une place qui veut faire place à la diversité. C'est une initiative qui veut faire place à la diversité. Donc, diversité autant en termes générationnels, autant en termes de secteur d'activité, et aussi en termes de région, si on peut dire. Donc, ça s'appelle Je vois Montréal, mais c'est dans l'esprit du Grand Montréal. Donc, c'est une initiative qui est tout à fait métropolitaine. Et d'ailleurs, les membres du jury sont vraiment très bien représentatifs de cette diversité-là qu'on souhaite pour Je vois Montréal. C'est bien sûr aussi une initiative qui veut faire place à la jeunesse, puisqu'on parle de relance. M. Leblanc disait tout à l'heure, on a un objectif de relance qui serait plutôt autour des 10 prochaines années. Les jeunes vont vraiment bénéficier de cette relance-là. Maintenant qu'on a dit ce que c'était, c'est bien aussi de se dire qu'est-ce que ce n'est pas Je vois Montréal, et c'est très important de se le dire. Ce n'est pas un endroit où on va parler de réforme de la gouvernance municipale. C'est un sujet très pertinent, mais dans le cadre de Je vois Montréal, on veut mettre l'action à l'avant-scène et on veut donner tout le pouvoir aux acteurs, aux leaders de la communauté. Donc, on ne rentre pas dans des débats autour de la gouvernance municipale. Ce n'est pas non plus un débat sur l'équité entre Montréal et les régions. Sujet encore là très important, mais aussi très politique, un peu moins citoyen. Donc, les citoyens ont moins de pouvoir là-dessus. On ne traite pas de ça. Ce n'est pas une liste d'épiceries à mettre au gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on entend par liste d'épiceries? C'est que ce n'est pas un forum où les gens vont réfléchir. Oui, bien sûr, c'est un forum où les gens réfléchissent, mais ne vont pas réfléchir en termes de propositions à remettre au gouvernement qui demanderaient au gouvernement de passer à l'action. On est vraiment dans le passage à l'action du leader et des citoyens. Et ce n'est pas non plus une liste d'épicerie en termes financiers, c'est-à-dire que tous les projets et les actions qui sont mis de l'avant dans le cadre de Je vois Montréal ne doivent pas être conditionnels à un financement supplémentaire du gouvernement qui ne serait pas déjà octroyé. C'est-à-dire que dans le cadre de Je vois Montréal, vous ne pouvez pas déposer une action, proposer une action et envoyer simplement la facture au gouvernement en disant « j'ai eu une très bonne idée, maintenant j'aurais besoin d'1 million pour la financer ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le cadre de Je vois Montréal. Finalement, le 17 novembre, ce ne sera pas une grande messe, donc ce sera un événement participatif, collaboratif, de travail pour amener vraiment les actions à se réaliser et les leaders à s'engager concrètement.
Alors, Je vois Montréal, essentiellement, comme vient de l'expliquer Marie-Pierre, c'est une sorte de plateforme sur laquelle les leaders déposent des projets. La plateforme est composée de 4 chantiers. Le premier chantier, Identité et aspiration, pose la question suivante. Qui sommes-nous, le Grand Montréal? Quelles sont nos forces? Quels sont les enjeux qui nous sont propres? Et surtout, quels sont nos objectifs? Et c'est ici que les travaux du jury seront excessivement pertinents. Quels sont nos objectifs, tant en termes qualitatifs, aspirationnels, qu'en termes quantitatifs? Le deuxième chantier, c'est talent et compétences. Talent et compétences, c'est 2 choses, essentiellement, de tendre la main à tous ceux qu'on a laissés derrière. Il y a des personnes ici qui travaillent en décrochage scolaire et en raccrochage scolaire, on sait de quoi on parle. Le tendre la main à ceux qu'on a laissés derrière, c'est adresser les problèmes de persévérance scolaire, d'intégration des nouveaux Montréalais à l'économie du Grand Montréal. Le talent, c'est aussi attirer et retenir le talent international. Et ici, on pense aux investisseurs, d'une part, et aux étudiants internationaux. Troisième chantier en rouge, entreprise. Par entreprise, on veut dire toute forme d'entreprise, qu'il s'agisse d'un start-up technologique ou d'une coopérative. On en veut davantage. On veut que les entreprises croissent plus rapidement et surtout qu'elles se sentent interpellées par l'avenir de la métropole. Le quatrième et dernier chantier est cadre de vie. Une ville plus inspirante, une ville plus efficiente, une ville plus saine. Donc le design, les infrastructures et l'environnement. Alors ça, c'est pour la plateforme. Les actions, maintenant, on va voir les leaders de la communauté. Par leader, on veut dire n'importe qui est en position d'agir pour la métropole, dans n'importe quel secteur et de toute dimension. Un président de banque, c'est un leader à nos yeux. Mais une présidente de tête de quartier, c'est un leader. La présidente du Musée des Beaux-Arts est un leader. Elle nous offre la salle aujourd'hui. N'importe qui est en position d'agir pour nous aider est, dans nos yeux, un leader. On leur demande, avez-vous une action que vous pourriez réaliser, à même avec votre énergie, avec vos fonds, en faisant les partenariats que vous jugerez nécessaires. Et cette action peut être livrée à court terme, donc très rapidement après l'événement, à moyen terme, donc donnée à Montréal pour le 375e anniversaire, ou à long terme, c'est-à-dire pour préparer Montréal et son 400e anniversaire. Aujourd'hui, on n'ira pas dans chaque chantier, mais simplement vous dire que Marie-Pierre, Diane et moi avons parcouru le Grand Montréal pour interviewer toutes sortes de personnes et chaque chantier est défini avec des objectifs extrêmement précis. Encore une fois, on vous invite à aller sur le site Web pour voir le détail de des chantiers, mais vraiment, simplement pour vous dire que Je vois Montréal est très focusé sur des objectifs assez concrets. Un mot sur le 17 novembre. Le 17 novembre, on reçoit à la Place des Arts 1000 personnes très motivées par Montréal et 120 leaders de projets. Les 120 leaders de projets arriveront avec des projets et les 1000 personnes qui seront là les aideront à ficeler leurs projets. À la fin de la journée, les leaders s'engageront à réaliser les projets qu'ils ont amenés avec eux, à les réaliser et à rendre des comptes. Ils signeront même, on poussera même l'arrogance jusqu'à leur demander de signer un engagement concret pour qu'ils s'engagent formellement à réaliser leur projet. Donc ça, c'est l'engagement en quelque sorte. Et peut-être, pour conclure, j'inviterai Diane à parler de tout ce dont on n'a pas parlé, de tout ce qu'on a oublié de dire et des valeurs. Bien, très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Ça fait très plaisir d'être parmi vous et de pouvoir m'adresser brièvement à vous. Comme vous voyez, moi, j'ai un grand privilège de travailler avec la jeunesse. Mais la jeunesse doit, par moments, révéler des valeurs. On doit être en mesure d'identifier les valeurs entre les jeunes, intergénérationnels, où nous sommes, dans la ville, à travers la rive sud, la rive nord, quelles sont ces valeurs. Et je suis très fière d'être associée, bien sûr, à Je vois Montréal, entre autres, parce qu'il y a une valeur importante qui est la générosité du point de vue et la générosité de l'action. C'est appelé dans Je vois Montréal et ça a inspiré les deux leaders que sont Michel Leblanc et Jacques Ménard à établir cette entente-là et à vouloir que l'on puisse se redresser sur le plan des valeurs à l'égard de notre métropole, de notre région, de notre ville. Et ces deux personnes avec lesquelles je travaille les incarnent très bien, ces valeurs. Les actions que vous allez pouvoir voir sur le site de Je vois Montréal sont toutes empreintes d'une autre valeur, c'est-à-dire la reconnaissance et l'audace, la créativité, la possibilité
de dire ouvertement, correctement, sans peur, ce que l'on désire, émettre des idées. Et quand on a discuté au début de Je vois Montréal, c'était ça qui était une des caractéristiques qui nous frappait, c'était le foisonnement d'idées potentielles, mais pas toujours la possibilité de pouvoir le dire ouvertement, prendre le risque, un risque calculé bien sûr, mais prendre le risque d'émettre ses idées, de pouvoir les concrétiser dans un Montréal qu'on imagine capable d'accueillir cette différence-là au niveau des idées, cette générosité du point de vue, des approches de collaboration, c'est ce qui est appelé dans la plateforme de Je vois Montréal, et avec aussi une idée forte de la prospérité. Et rendu là, on avait besoin de vous. On n'était plus capable de définir ça correctement, précisément, et de savoir comment allions-nous être capables de savoir quels indicateurs prendre, comment se surveiller et s'assurer que la trajectoire de Je vois Montréal, le mouvement, le sentier qui est ouvert, puisse être bien suivi, élargi et ne pas trop s'en écarter en termes de valeur et surtout de réalisation pour aujourd'hui, bien sûr, les gens que nous sommes ici, pour demain, eux, leurs enfants et ceux qui prendront soin de moi, de ma génération et des autres, et surtout pour un legs aussi futur, pour un grand Montréal international. Alors, c'est à ça que vous êtes conviés, nous aider à ne pas nous écarter de cet objectif-là au cours des années futures pour les générations futures. Voilà. Alors, merci. Peut-être un dernier mot de remerciement avant de te redonner le micro, Gabriel. Lorsqu'on travaille avec la Chambre BMO, on travaille très fort depuis très longtemps. On a toujours peur du test du réel. Ici, nous, on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Et si ça faisait patate, aujourd'hui, votre présence, à la fois le jury, les experts et les blogueurs et tous ceux qui nous suivent sur la plateforme, vraiment nous montrent qu'on est sur la bonne voie et on voulait vous en remercier beaucoup. C'est très encourageant. Merci pour le temps que vous consacrez à la métropole. Donc, comme on l'a dit, on a trois groupes d'individus très importants aujourd'hui. Donc, les experts, vous allez venir présenter vos indicateurs et donc utiliser soit le lutrin ou monter sur la scène à votre guise. On a ici le hashtag Je vois Montréal qu'on vous invite à utiliser pendant toute la journée, surtout les leaders reporters. Et pour ceux qui veulent se connecter sur votre sans-fil, sur votre ordinateur, il y a le nom du réseau, c'est Entreprise, et le mot de passe, c'est MBAM 1, 2, 3, 4, 5. Et peut-être, Michel, tu peux nous parler du déroulement en général? Brièvement, parce que vous avez le programme entre les mains, mais pour vous en donner un peu la logique, puisqu'on parle d'indicateurs, on a pensé commencer la journée avec une conférence sur les indicateurs, qu'est-ce que c'est, comment on produit des indicateurs, comment on les choisit, quelles sont les limites de ce genre d'exercice aussi, avec un expert que Gabriel aura l'occasion de présenter. Ensuite, on va parler de prospérité, puisqu'on cherche à identifier des indicateurs de prospérité. On aura donc un panel avec deux personnes qui ont développé au cours des dernières années des façons d'y réfléchir et de mesurer cette prospérité. On va faire une pause et ensuite, on va examiner avec trois présentations des tableaux de bord, des indicateurs qui existent déjà pour Montréal, qui sont publics, qui sont utilisés à diverses fins. Donc, ça va vous permettre, vous, les membres du jury, mais aussi les leaders dans la salle, de peut-être prendre connaissance ou en tout cas de mieux comprendre quels sont les tableaux de bord dont Montréal s'est doté au cours des dernières années pour mesurer justement son évolution. Ensuite, on va manger et le lunch aujourd'hui, je me plais à le souligner, est offert par Miss Prête à manger. On devrait bien manger. Ça sera une occasion de réseautage en même temps ici dans la salle derrière. On reprend l'après-midi avec un échange, cette fois-ci avec deux nouvelles présentations pour aborder deux approches relativement à des façons de se comparer à soi-même dans le temps ou aux autres. Une approche qui est celle du Conference Board sur les City Magnets, sur l'attractivité des villes, et l'approche culturelle, celle de l'Agenda 21 de la culture, que viendra nous présenter le vice-président de Culture Montréal. Et finalement, on termine la journée, ou à peu près,
avec une table ronde à laquelle on a invité 5 personnalités qui appartiennent à des milieux différents et qui viendront essayer de répondre à leur façon à la question que vous, membres du jury, avez à répondre. Ça pourra vous inspirer. Et tout au long de la journée, évidemment, on va inviter les membres du jury à poser des questions aux experts qui se présenteront. Les leaders dans la salle pourront également mettre leur grain de sel dans cette conversation. Alors moi, je laisse les commandes de la journée à Gabriel. Je reviens cet après-midi pour l'animation de la table ronde. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Gabriel, à toi les commandes. Donc, cher jury, posez des questions corsées. On est là pour ça. Aux leaders dans la salle également, il y a des micros là pour vous. N'hésitez pas à questionner, à challenger ce qui est dit, parce que des experts, c'est un mot, hein, mais il faut vraiment les challenger pour s'assurer que c'est des vrais experts. Et donc, on est là pour ça aujourd'hui. Et comme le disait Michel, on est ici pour parler d'indicateurs et pour nous présenter les différentes méthodologies et définitions. Nous avons un professeur, chercheur dans 4 domaines: économie urbaine, développement régional, localisation industrielle et politique régionale à l'INRS, Monsieur Mario Polèze. Donc, Monsieur Polèze, je vous invite à venir soit sur la scène ou derrière le lutrin, comme vous le désirez. Votre micro est juste ici. Oui, vos slides sont déjà là. Vous avez juste à appuyer. Voilà. La lumière n'est pas trop bonne pour lire mes notes. Ça, là? Comme vous voulez, oui, mais pour qu'on puisse vous entendre. Comment ça marche? Là? Oui. Oui, ça marche. Ça marche bien. Sans ça? Il faut que je l'ai. Okay, parce que j'avais des notes aussi, donc ça devient un peu compliqué. Okay. Donc, bonjour. D'abord, mon Dieu, je fais vraiment la télévision avec toutes ces lumières. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Mario Polèze et puis merci beaucoup aux 2 Michel, à Gabriel, aux gens de Je vois Montréal. Ben, je pense qu'on peut dire d'entrée en jeu que les indicateurs, on m'a demandé de parler des indicateurs, que ce n'est pas exactement le sujet le plus palpitant. Mais d'ailleurs, je suis émerveillé qu'il y ait des gens qui viennent même le samedi matin pour parler des indicateurs. Je pense que si j'avais à donner un cours sur les indicateurs, un samedi matin, à l'INRS, j'aurais peut-être 3 étudiants. Okay. Okay. Or, voilà. Préférez-vous avoir un stand? Ben, je commence à m'habituer, là. OK. OK. Donc, ma présentation aujourd'hui, ce serait toujours, surtout, un message de prudence, de transparence, de simplicité, mais aussi d'humilité. Le grand homme politique Winston Churchill, aurait dit il existe des mensonges, des sacrés mensonges, damn lies, et des statistiques. Il n'avait pas totalement tort. Okay. Les données statistiques, disons, sur lesquelles les indicateurs reposent, sont indispensables, on en a parlé, sont indispensables pour comprendre notre réalité. Mais il faut aussi s'en méfier. Et c'est ce petit voyage-là qu'on va faire ensemble pendant les prochaines 15 minutes. Un indicateur, comme le dit très bien le mot, est là pour indiquer autre chose. Okay. C'est nous qui décidons, nous, que l'acteur, le chercheur, peu importe, l'homme politique, qui décide que tel ou tel indicateur, ou tel, je m'excuse, statistique, indique bien ce que nous avons choisi. C'est nous qui le disons. Okay. Ainsi, on pourrait décider, comme justement le revenu moyen par ménage est un bon indicateur de prospérité,
soit. Mais quelqu'un d'autre aurait peut-être un autre avis, pourrait décider que c'est plutôt le revenu médian qu'on voudrait prendre. Donc, il y a plusieurs façons d'y aller, et c'est totalement normal dans une société plurale comme la nôtre, que différentes personnes aient différentes façons de voir ou de vouloir mesurer un objet comme la prospérité. L'autre problème, c'est que les statistiques, les indicateurs sont toujours une mesure imparfaite, incomplète du concept ou de l'idéal qu'on veut saisir. On parle de prospérité. On peut décider, par exemple, que le taux de chômage est un bon indicateur de ce qui se passe dans notre ville en termes de performance économique. Mais on sait très bien qu'on ne saisit là que d'un aspect. Ça, il faut se le répéter, peu importe la statistique, la donnée statistique qu'on utilise, elle sera toujours une représentation incomplète du phénomène, disons, de l'objet qu'on veut saisir. En ce sens, l'indicateur ou les statistiques sont un peu à mi-chemin entre justement une donnée statistique qu'on choisit et le grand objectif qu'on veut saisir, qui dans ce cas-là, c'est la prospérité. Et c'est précisément parce que chaque indicateur ne peut saisir qu'un aspect, un volet d'une chose aussi complexe que la prospérité, qu'on parle toujours, presque toujours, d'indicateurs au pluriel, plusieurs indicateurs. Vous avez d'ailleurs en main, je pense que les membres du jury, un dossier d'information, et vous avez vu des milliers presque de données statistiques qui existent. Donc, c'est toujours un ensemble d'indicateurs qu'on a. Mais l'essentiel, en bout de compte, à mon sens, c'est la qualité des données qui servent de base à nos indicateurs. Et là, je change de page ici, parce qu'avec le micro, c'est pas facile. C'est la qualité des données statistiques qui est vraiment le test. Et c'est là que nous nous heurtons, je dirais, c'est peut-être pas une limite, mais à une des réalités les plus brutales dès qu'on commence à vouloir monter des indicateurs, c'est que ce n'est pas le genre de choses qu'on produit, nous, à la maison, ou que nous, je peux dire, pouvons contrôler. Nous sommes nécessairement tributaires des agences statistiques qui produisent ces données-là. Que ce soit Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, ou si vous voulez faire des comparaisons internationales, ils sont tributaires de ce que produit le Bureau of the Census aux États-Unis, l'Eurostat en Europe, etc. Il faut vivre avec les données statistiques que les différentes agences produisent. Okay. Avant de prendre quelques exemples, donc pour résumer à ce stade-ci, pour moi, c'est mon opinion, pour être utile, un indicateur doit avoir au moins 5 attributs. Elle doit venir, là je veux dire une statistique, elle doit venir d'une source fiable, ça c'est numéro 1. Elle doit être récurrente dans le temps pour permettre des études de l'évolution. Elle doit permettre des comparaisons avec d'autres. Michel Leblanc a insisté là-dessus. Et, quatrième, elle doit être basée sur un découpage géographique qui corresponde à l'entité qu'on veut observer. Je vais y revenir.
Et finalement, c'est peut-être plus une donnée en moins. La donnée ou l'indicateur doit être facile à comprendre, transparente, et ne pas être reposée sur trop de postulats implicites. Et là, j'étais très abstrait. On va passer à quelques exemples. OK. La question des découpages géographiques ou territoriaux, c'est loin d'être une question anodine. Première nouvelle pour vous, là, vous ne le savez peut-être pas, mais si on prend Statistique Canada ou l'Institut de la statistique du Québec, à ma connaissance, ne produisent aucune donnée qui correspondent parfaitement à notre définition du Grand Montréal. Okay. Ici, Grand Montréal n'est même pas là. Là, on a plusieurs définitions. On a d'ailleurs même 4 Montréal. On a la ville de Montréal, l'île de Montréal, la région métropolitaine de recensement, RMR, de Montréal, et on a le Grand Montréal, okay, la communauté métropolitaine de Montréal. La plupart des données, quand on parle de la région métropolitaine, sont produites par Statistique Canada. Elle s'appelle la région métropolitaine de recensement du Canada, de Montréal, mais qui ne correspond pas parfaitement au Grand Montréal. Encore pire, et là nous sommes franchement devant une absurdité. Okay. L'Institut de la statistique du Québec se trouve à produire des données, ce qu'on appelle régionales. Okay. Si vous allez sur leur site, vous regardez le profil des régions, produire des données pour des régions qu'on appelle au Québec des régions administratives, que vous avez ici, Montérégie, Lanaudière, Laurentide, Laval, Montréal. Si vous cliquez à l'ISQ sur le petit bouton Région, il n'y a pas de données sur la région métropolitaine. C'est une autre rubrique. Donc, si vous regardez, par exemple, le produit international brut, ils vont le donner pour Montréal, mais c'est l'île. Et ça, c'est dommage, parce que ça amène énormément de confusion, même dans nos quotidiens ou dans les nouvelles. Parfois, vous allez entendre le taux de chômage de Montréal est ceci. Alors, parfois, c'est pour l'île de Montréal, ce qui n'a vraiment pas beaucoup de sens, quand l'unité logique, c'est la région métropolitaine. Tout ça simplement pour vous dire que les frontières, ce n'est pas une question anodine. Et encore plus, dès qu'on veut faire des comparaisons entre le Grand Montréal et d'autres grands métropolitaines. Avec les États-Unis, heureusement, miracle, ça marche relativement bien parce qu'eux, ils ont ce qu'on appelle les MSA, Metropolitan Statistical Areas, qui, grosso modo, peuvent se comparer. Mais rien en Europe, par exemple. Le concept de région métropolitaine comme unité statistique n'existe pas. Je ne dis pas n'existe, est tout à fait variable en Europe selon les pays. Donc, ce n'est pas une question totalement anodine parce que c'est facile de comparer des nations, sauf quelques guerres ici et là, ça ne change pas de frontières, c'est assez clair, entre nations ou entre provinces canadiennes. Mais dès qu'on regarde une entité aussi malléable qu'une région métropolitaine, dont d'ailleurs les frontières peuvent changer dans le temps, ça devient plus compliqué. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect géographique. OK, l'autre, j'ai dit qu'on n'est pas obligé tous d'avoir les mêmes opinions. Nous sommes dans une démocratie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un consensus sur les meilleurs indicateurs. Différentes personnes peuvent avoir différents points de vue. Donc ici, est-ce que vous pouvez bien voir le diapo? Oui? OK. Donc ici, nous avons le revenu moyen, le revenu médian et la croissance, uniquement pour le revenu familial médian, parce que c'est la seule donnée que j'ai trouvée, okay,
ici, c'est en 2011. OK. Et la croissance de 2008 à 2012. Donc, pour dire justement, à gauche, vous avez Toronto. Au milieu, vous avez Montréal. À droite, vous avez Québec, la région métropolitaine de Québec. Et en bleu, c'est le revenu moyen personnel par personne, par particulier. En rouge, c'est le revenu médian. Okay. Et dans le petit rose, là, c'est la croissance du revenu familial médian pour les 4 années récentes. On voit que selon l'indicateur qu'on utilise, le portrait est très différent. Si on regarde en termes de richesse globale, donc revenu moyen des personnes, c'est clair que Toronto l'emporte. Mais dès qu'on regarde le revenu médian, qui est une mesure où la moitié est d'un côté et l'autre moitié est de l'autre côté, une autre façon de mesurer, mais la différence entre les deux métropoles disparaît presque. Donc, c'est une toute autre vision. On voit que, oui, Toronto est plus riche, mais les revenus sont distribués d'une façon beaucoup plus inégalitaire que chez nous. Quelle est donc, je ne dis pas qu'il existe une bonne réponse, mais il y a différentes façons de mesurer même le revenu familial. Je sais que vous êtes aussi étonnés que moi, mais c'est ça que disent les données, que Québec s'en sort royalement bien. Okay? Alors, on peut même se demander pourquoi tout le monde ne déménage pas à Québec. On va y revenir. Mais les données sont là pour 2011. Et ça soulève un autre problème qui est loin d'être mineur. Je ne sais pas qui a suivi le fiasco du recensement ou du non-recensement de 2011. Okay. Mais pour vous éclairer, okay, c'est la première fois, le gouvernement, je déparle, le gouvernement conservateur a aboli le formulaire long pour le recensement de 2011, pour la première fois dans l'histoire depuis qu'on a des recensements. Okay. Et a instauré ce qu'on appelle l'enquête nationale des ménages, qui est une enquête et non pas un recensement. Okay. Ce qui veut dire que les données de 2011 ne sont pas vraiment totalement comparables avant. Il faut y aller avec une certaine prudence. Elles ne sont pas 100% aussi fiables que les données pour le recensement de 2006 ou de 2001. Et c'est encore plus vrai dès qu'on veut descendre à un niveau géographique plus fin, disons Longueuil ou une entité plus petite. Et ça soulève pour moi, au fond, c'est un plaidoyer aussi si j'ajoute les régions administratives avec lesquelles l'ISQ doit vivre aussi, qui sont aussi une commande politique. Au fond, c'est un plaidoyer pour l'importance de l'indépendance des agences statistiques. OK. Passons à l'autre exemple. Un autre problème que vous allez rencontrer, c'est la réalité. OK? C'est que vous pouvez avoir des indicateurs qui semblent aller dans des sens totalement contradictoires. Et qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Ici, nous avons toujours nos 3 villes préférées, okay? Toronto, Montréal, Québec, et c'est toujours les régions métropolitaines. Okay? Nous avons 2 informations. En haut, c'est le taux de chômage, Québec en vert et Toronto en rouge et nous en bleu. Et en bas, vous avez la croissance de la population depuis l'an 2000. Bien, c'est assez étonnant. Okay? En termes de croissance, on nous parlait de croissance démographique comme indicateur important. En termes de croissance, c'est clair que Toronto emporte la palme. Elle croît plus vite que les 2 autres villes. Cependant, Toronto est le cancre en termes de taux de chômage.
taux de chômage est en train d'augmenter. Okay. Québec a la croissance la plus faible, mais son taux de chômage est à la baisse. Et actuellement, la région métropolitaine de Québec a un des taux de chômage les plus bas au Canada, à peu près comparable à Calgary. Donc, je répète, on peut se demander pourquoi tout le monde veut déménager à Toronto et pourquoi tout le monde ne déménage pas à Québec. OK, pour clore les exemples, okay. Allons-y. Oups. Hop. OK. J'ai parlé de l'importance d'avoir des données transparentes, des données simples. OK. Et ici, donc vous avez le produit intérieur brut par habitant pour nos 3 villes préférées, nos 3 régions préférées, Toronto, Montréal, Québec. Mais vous allez voir pourquoi, et pour cause, j'ai aussi mis Calgary et la côte nord du Québec. Or, le PIB, ce n'est pas un indicateur simple. D'ailleurs, je ne veux pas faire un examen d'économie, mais je ne sais pas combien de membres du jury vous pouvez, parce que je vois mal avec les lumières, mais levez la main si vous comprenez vraiment le calcul qui se trouve derrière le PIB. Voilà. Okay. Donc, or, tout le monde adore le PIB, okay, parce que ça a l'air scientifique, ça fait scientifique, mais ce n'est pas un indicateur sans problème. Okay. Le PIB mesure en principe la valeur de la production générée sur place, à un endroit particulier. Je dis bien en principe. Ça marche très bien, en principe, ça marche très bien pour des nations, pour des pays, ou encore pour des grandes entités géographiques très autonomes comme les provinces canadiennes. Toutefois, dès qu'on descend au niveau des villes ou des régions, ça commence à poser bien des problèmes. Et surtout dans un pays comme le Canada où nous sommes très tributaires des ressources naturelles. Et le problème, il se situe au moins à 3 niveaux. D'abord, dans un pays qui est très tributaire des économies des ressources naturelles, les ressources naturelles génèrent ce que les économistes appellent des rentes, des revenus, entre guillemets, artificiellement élevés. Donc, vous voyez Calgary et Côte-Nord, et qui, au fond, ne sont pas vraiment un reflet de la productivité de ces économies-là. Okay. Deuxième facteur, c'est que là, on parle de régions métropolitaines. Les régions métropolitaines, aujourd'hui, ce sont surtout des régions qui produisent des services. Le secteur manufacturier est de moins en moins présent. Or, mesurer la valeur ajoutée dans le secteur des services, c'est un casse-tête incroyable qui donne bien des maux de tête à des statisticiens. Je sais que j'étais pendant 15 ans sur un comité consultatif de Statistique Canada et où on essaie de mesurer la valeur ajoutée pour le secteur des services. Comment vous voulez mesurer la valeur ajoutée de ce que moi je fais comme prof? Comment est-ce que vous voulez mesurer la valeur ajoutée d'une banque? Ce qui fait que souvent, on se rabatte simplement sur les salaires. Okay? Vous comprenez très bien que, par exemple, les salaires que les banquiers peuvent avoir, que ça donne une image dont on peut aussi douter. Finalement, le problème peut-être le plus difficile, c'est que dès qu'on parle de territoire relativement restreint, parce que Montréal, c'est quand même le territoire relativement restreint, là, il faut que le statisticien ou l'économiste, okay, attribue les productions à différents endroits. Il faut qu'il fasse des règles, des algorithmes de redistribution pour décider qu'est-ce que j'inpute où. Parce que ce n'est pas comme les nations, des frontières claires. Okay. D'ailleurs, j'avais un vieux prof qui répétait constamment, il y a 2 choses qu'on ne doit pas être obligé de voir dans la vie.
ou plutôt qu'il ne faut pas regarder de trop près. Ce qui rentre dans une saucisse, ce qui rentre dans une estimation économétrique. Et, Et pourquoi j'ai mis la côte nord là? C'est pour cause. C'est une belle casse-tête. Une bonne partie de la valeur ajoutée de la côte nord vient de la production d'électricité, d'Hydro-Québec. Mais à quel endroit est-ce qu'on attribue cette valeur ajoutée, cette production? C'est vrai que physiquement, les barrages sont là. C'est vrai. Mais les ingénieurs qui pitonnent peut-être sur un ordinateur ici sur René Lévesque et qui gèrent une partie de ces affaires-là et qui ont fly-in, fly-out, les gèrent, sont à Montréal. Donc, comment vous imputez cette production? À quel endroit? À l'intérieur de la province de Québec, ça ne pose pas de problème. Dès que vous avez... C'est un exemple, ce que je veux dire que dès que vous descendez à un niveau plus bas qu'un pays ou une province, le calcul du PIB devient beaucoup plus difficile. Je ne dis pas de l'évacuer, je ne dis pas de l'utiliser parce que ça a toutes les leçons, mais d'être bien conscient des limites de ce que vous êtes en train de regarder. C'est au fond, c'est ça. Et là, je sais que j'ai parlé beaucoup trop longtemps. Peut-être on peut passer aux questions, M. Polèze, pour ne pas prendre de retard. OK, bien, excuse-moi, finissons là. OK. Non, on ne veut pas le finir, on veut alimenter, je crois. Mais je ne suis absolument pas insulté. J'espère que non. Je suis vraiment sympathique, je vous le jure. Je dois garder le temps parce qu'on veut arriver jusqu'à la fin. Mais parfait. Par contre, c'est important que s'il y a des questions de la part du jury, qu'on puisse les poser en ce moment pour que M. Polèze puisse les répondre. Oui? Est-ce que le micro fonctionne? Oui. La présentation est vraiment très intéressante pour démontrer la limite des indicateurs. Alors, dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant. Cependant, je ne sais pas si c'est vous qui êtes en mesure de répondre. Est-ce qu'il existe des indicateurs, justement, qui ont un peu plus de fiabilité sur lesquels on peut compter, ou si c'est vraiment une recette à laquelle on doit mettre plusieurs ingrédients? C'est pour ça que la première condition que j'avais mise, c'était la fiabilité de la source. Même si j'étais un peu méchante pour Statistique Canada, on est assez chanceux au Canada, mais même là, il faut faire attention, que Statistique Canada produit des données qui sont extrêmement fiables. D'ailleurs, avant que Harper mette ses pattes, je m'excuse, ou ses mains là-dedans, systématiquement, pendant des années, le Statistique Canada était coté, comme, avec l'Australie, comme le meilleur agent statistique sur la planète. Sur les revues d'Economist faisait truc. Donc, oui, il y en a des données fiables. Mais même les statisticiens de Statistique Canada vont vous dire, par exemple, pour le PIB ou d'autres, il faut le regarder avec prudence. Donc, oui, il faut voir quelle est la source. Si la source, je nommerai personne, si la source est un organisme qui a des intérêts, qui est un lobby, qui est un groupe, méfiez-vous. Et souvent, vous allez regarder les études de bien des groupes, je ne les nommerai pas, ou même